Chapitre 2. Les Américains ne regardent que le résultat. Et des résultats, ils ont fini par en avoir, en particulier dans le financement aéronautique, domaine dans lequel je me suis retrouvé. Le marché était en pleine expansion, tout en connaissant des crises régulières. Mais il n'était pas encore confronté à la folie qu'il allait vivre quelques années plus tard avec l'apparition du low-cost. Une ère de démocratisation sans précédent propulsait dans le ciel des millions de passagers lancés à la découverte légitime d'un monde qu'ils allaient passablement saccager, le nombre étant pour la nature l'ennemi du bien. En attendant, la lutte entre Boeing et Airbus faisait rage, et les conditions financières comptaient autant que le prix des avions. La corruption s'ajoutait dans certaines transactions pour faire la différence, une pratique qui prenait une forme variable selon les pays. Après 2 ans passés dans cet univers très particulier, on m'a proposé de continuer à exercer dans ce domaine, mais depuis New York cette fois. Je l'ai vécu comme une consécration, ouvrant la porte sur un monde fantasmé. Mon grand-père paternel avait servi dans la marine américaine pendant le dernier conflit mondial, et il en était revenu avec la médaille du courage de la ville de New York pour avoir sauvé une dizaine de marins américains lorsque, en sortie de port, son navire en avait éperonné un autre. Mon autre grand-père et mon père avaient été gaullistes et m'avaient transmis leur méfiance pour cet Eldorado où la réalité pouvait se montrer bien différente de l'image projetée. Mais malgré cela, les États-Unis exerçaient sur les gens comme moi un pouvoir d'attraction irrésistible. L'autre partie de ma famille avait été communiste jusqu'à la répression russe du soulèvement hongrois en 1956, et le sentiment diffus de traîtrise qui aurait pu m'habiter n'a pas résisté à l'enthousiasme du grand saut dans cette civilisation qui dominait le monde. L'Amérique ne serait pas parvenue à attirer et à fédérer autant d'individus de différentes origines et de différentes cultures si elle ne l'avait pas fait autour d'une seule valeur, exclusive, incontestable et facile à comprendre, l'argent. Pour quelqu'un qui avait baigné autant dans le gaullisme que dans le communisme, aussi pénétré d'esprit critique que je pensais l'être, ce choix de quitter la France, même pour quelques années, n'avait rien d'évident. Il m'a fallu mettre de l'ordre dans mes idées. Je l'ai fait en me persuadant que j'étais là pour convaincre ma mère dans sa tombe que celui qu'elle avait longtemps considéré comme un artiste bon à pas grand-chose pouvait réussir selon ses propres critères. Ensuite, je voyais l'opportunité de gagner de l'argent comme un moyen d'acquérir mon indépendance un jour et de ne plus avoir à servir quiconque, parce que j'avais trop aimé mon père pour tolérer qu'un autre que lui me donne des ordres. Je m'étais fixé l'objectif d'y parvenir à 40 ans. Pour quelle nouvelle vie? Je n'en avais pas la moindre idée. Chapitre 3. La force de l'Amérique, c'est qu'elle n'offre pas vraiment d'alternative autre que de s'immerger dans le système en renonçant à son esprit critique pour le remplacer par une forme de naïveté émerveillée ou de le fuir en acceptant une marginalité douloureuse. Dans notre département, qui occupait tout un étage d'une tour vertigineuse, les règles reposaient sur un principe simple. Nous gagnions déjà largement notre vie, mais aucun d'entre nous ne pouvait s'enorgueillir d'aligner à la fin de l'année une somme à 7 chiffres, expression financière du Graal. C'était pourtant ce que nous devions viser. On vivait un étrange mélange de lutte féroce pour s'attribuer des clients en propre et de franche collaboration pour que la banque ne les perde pas par excès de concurrence entre nous, ce qui demandait un talent d'équilibriste. Une seule femme exerçait à notre niveau de responsabilité, et elle était redoutable. Il n'était pas question pour elle d'égaler les hommes de l'équipe. Elle visait seulement à les anéantir. Elle n'avait pour cela aucun état d'âme. Mais la cohésion du groupe nécessitait de faire semblant de former une famille et de se comporter à certains moments précis comme des amis de toujours, décontractés et profondément chaleureux. En dehors de quelques sorties communes organisées par la banque pour resserrer artificiellement les liens, le temps d'un match des Knicks de New York par exemple, on se devait d'être irréprochable pendant les grands-messes auxquelles étaient conviés nos principaux clients et investisseurs, des week-ends de ski dans le Vermont ou dans l'Utah, ou des tournois amicaux de golf en Floride.